c'est l'amour, mour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Aujourd'hui, on se met une rose dans la bouche, un froufrou à la boutonnière, un chou sur la tête. Mange ta ville devient salement romantique. Être en amour avec l'amour. Vivre à l'eau de rose, une fleur bleue à l'oreille, un petit cupidon flottant tendrement dans l'air du temps. Marcher main dans la main, yeux dans les yeux à travers les herbes folles portées par une petite musique bucolique, se vautrer dans un bain de pétales en chantant quand on n'a que l'amour. Ah, le romantisme. Avec la Saint-Valentin, les boîtes de chocolat en forme de cœur et les petits bonbons à la cannelle qui tombent sur le cœur, il s'est forgé une réputation assez quétaine, merci. Aujourd'hui, le romantisme à la Roméo et Juliette n'est plus de mise. Le romantisme moderne est décalé, sombre, tordu. Comme le romantisme noir de Continental, un film sans fusil, ou le romantisme malsain de Borderline. On pense aussi au courant emo, à Elliott Smith et ses complaintes pour cœur brisé, au Husky et ses chansons modernes pour cyniques romantiques. Et puisque les SMS ont remplacé les lettres d'amour enflammées écrites à la lueur d'une chandelle, crions ensemble le romantisme est mort. Vive l'amour! Donc aujourd'hui, on va découvrir les meilleurs lieux pour s'envoyer en l'air à Montréal. On va rencontrer une jeune chorégraphe qui questionne la séduction, le désir, le sexe dans ses créations. C'est Virginie Brunel. On va rendre hommage à une danse qui se pratique presque plus, malheureusement, c'est le slow. En perfo, une jeune fille au cœur libre et tendre, c'est Cœur de pirate. Et on commence notre parcours romantique avec une fille qui pratique le romantisme bulldozer, c'est l'auteure Marie-Cécile Labrèche. Comment tu te sens dans notre environnement de parfumeur, Marie-Cécile? Mon Dieu, c'est la première fois que je viens ici. Moi aussi. Je ne sais pas, je me demande pourquoi vous m'avez amenée ici. Marie-Cécile, comme on parle de romantisme aujourd'hui, je me demandais, on a une vision assez romantique du métier d'auteur. Est-ce que c'est un métier romantique d'après toi? Ah mon Dieu, non. Pas du tout? Ah non, la vision romantique, moi je pense que ça vient des auteurs qui étaient forcenés dans l'écriture et puis qui buvaient, puis qui se donnaient quand ils étaient âmes. Qui écrivaient toute la nuit à la lueur d'une chandelle et tout. C'est ça, puis Émile Nelligan, là, les films qu'on a vus, là-dessus monter, mais étrangement, c'est terre à terre, hein, parce qu'il faut la faire, cette ligne-là, il faut aller avec l'autre ligne, il faut aller avec l'autre ligne. Fait que c'est sûr que de temps en temps, il y a l'inspiration qui vient, puis c'est comme, waouh! Là, c'est une envolée. Mais sinon, le trois quarts du temps, il y a moi, je sais que quand je viens pour écrire, ça me tente pas, je ferais n'importe quoi, genre aller regarder la télé, 2 filles le matin, n'importe quoi. Je veux pas écrire, ça fait mal au début. Mais, moi, je pense tout le temps par-dessus, genre, ah, t'es pas bonne, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas y arriver, regarde ces nus que t'as fait, fait que c'est loin d'être romantique. Hein. C'est plus. Mais je me demandais, l'autofiction, bon, toi, t'es devenue un peu une sorte de porte-étendard de l'autofiction quand ce mouvement-là est devenu à la mode. Est-ce que c'est une façon de romancer ta vie, de la réinventer d'une certaine façon? Ça, oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien dit. Oui, parce que très souvent, les gens, on dirait que même si c'est à la mode, on dirait que les gens comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est l'autofiction. Ils ont une tendance très, très facilement à penser que c'est vraiment tout moi, que c'est vraiment... Que c'est de l'autobiographie. Oui, puis que c'est moi que je m'enseigne, puis c'est du narcissisme, puis c'est toutes ces affaires-là. Mais c'est un jeu, c'est comme une Barbie fiction. Comme quand j'étais petite, puis je jouais au Barbie. C'est le même principe, c'est jouer avec moi. Comme par exemple, dans Borderline, il y a une scène où elle fait un striptease. Bon, moi, quand j'ai eu 24 ans, mes amis m'ont loué un loft, puis ils ont fait ma fête, sauf que je dansais, c'était cool. J'ai pas fait de striptease, mais par la suite, il y a un ami qui a lu le livre, qui m'a appelé, puis dit « Hey, Cici, t'es-tu vraiment mis tout nu au party? » J'ai-tu manqué ça? C'est ça, là, c'est ça. Ben là, il dit « Oh, pfiou, j'ai eu peur d'avoir manqué quelque chose, j'étais sûre. »
Quand mon livre est sorti, le premier Borderline, au même moment, il y avait Christine Angot qui sortait Inceste, en France. Puis là, le phénomène a commencé fort. Fait que là, ça n'a pas lâché. Depuis, bon, à un moment, c'était la mode. Après ça, il y a eu un backlash. Les autofictionnaires, c'est des nombrilismes. Alors que c'était pas ça. Pantoute, c'était un jeu au départ. Moi, je voulais jouer avec moi comme personnage parce que je voulais apprendre à connaître quelqu'un que je connaissais pas puis que j'aimais pas puis qui était moi. Fait que c'était bien basique, mon affaire, et pas romantique. Kiki. Me trouveras-tu plus excitante si je suis plus ton étudiant? Ah non, attends, Kiki, pas ici, écoute. Hein? Ou alors vite fait. Est-ce que ça t'a surprise que ça provoque les gens comme ça? Je sais pas, j'ai étudié en sexo avant, puis je viens d'un milieu où c'était assez... mettons, un chat, c'est un chat, une chatte, c'est une noune. Mettons, c'était assez carré, tu sais. Ma grand-mère parlait beaucoup de sexualité, elle parlait de cul, ma grand-mère. Fait que c'était comme naturel, je sais pas c'est quoi. Puis, ma mère étant malade, j'ai grandi dans l'inconscient. Parce que la maladie mentale, c'est être dans l'inconscient. Donc, ma mère m'a habituée, toute petite, à être dans l'inconscient. Il n'y a pas de tabou. Là, on peut dire n'importe quoi. C'est pas méchant. C'est pas... Fait que j'étais libre. Fait que j'ai grandi là-dedans. Ma mère a pris du lithium carbonate, du Luvox, des Dalmans et des Valium. Toutes ces pilules en même temps, puis elle a crié « Je vous aime tous ». Je reviens au romantisme qui, en littérature, c'était un courant libéraliste qui voulait justement là, libérer l'auteur, que l'auteur puisse écrire près de sa sensibilité, qu'il puisse revenir à son individualité, tout ça. Bon, je me demandais justement si dans ce sens-là, l'autofiction ne serait pas une sorte de romantisme moderne, parce que justement c'est un courant qui rapprochait l'auteur de son texte. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a un courant autofictionnel romantique d'une certaine façon, mais c'est pas le romantisme lyrique d'avant, mettons, ah, je l'aime, qu'elle est belle, c'est plus pareil. Maintenant, c'est assez. T'es beau, t'es belle, viens t'en. Oui, petite chanceuse. Une autre façon d'être romantique, peut-être. Oui, c'est ça, plus. M'en va te chercher. Merci, Marie-Cécile. Merci beaucoup, Catherine, merci. Claude-André Hébert. Parfumeur, est-ce que c'est un métier romantique? C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est un don, c'est quelque chose que tu nais avec ça, comme tu nais avec ça finalement. Comment tu inventes un parfum? C'est très abstrait pour moi. Avant de tomber dans les ingrédients, j'ai comme une inspiration. Mais j'écris tout ça, comme un petit texte et tout. Et puis, les émotions comme là, chaleureux. Bon, chaleureux, ça vient avec un ingrédient à la fin. Oui. C'est ça. Oui. Puis il y a surtout une cause. Oui. Une cause. Ça, c'est Je vrai. ne fais pas aucun parfum sans avoir une cause. J'ai une fondation et la fondation est beaucoup plus importante que les parfums. Là. Les parfums que j'ai faits, tout avec les petits rubans rouges qui sont de l'autre côté, c'est pour venir en aide contre le sida. Ouais. Si tu avais à écrire un parfum pour Montréal, il y aurait du lilas dedans. Ah, tu sais, là, au mois de juin, là, les 2 semaines de lilas, on se promène dans toutes les petites ruelles, là, puis c'est comme on est aspergé de lilas. Puis peut-être aussi l'odeur du ciment mouillé. Ah. On va mélanger tout ça ensemble, là, puis ça va donner on verra bien ce qui va arriver. La musique émergente facile à comprendre au www.bandapart.fm. Vendredi, André Robitaille et ses collaborateurs dévorent avec plaisir l'actualité télé. C'est très très bon des fois pour la santé écouter la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est le cercle des pleureuses des Basses-Laurentides. C'est unique au monde. J'ai avoué mon amour pour Occupation Double. C'est la télé de mon oncle. J'ai de la testostérone en moi. J'ai peur. Ça m'irrite profondément. J'en étais sûr. L'émission est superbement bien faite. Moi, je trouve que c'est de la télé-réalité de croissance personnelle. C'est juste la TV, les vendredis 21h sur RTV. Salut Béatrice. Allô.
Le projet Cœur de pirate, c'est un projet qui est beaucoup inspiré par l'adolescence, par une peine d'amour aussi, donc par l'amour. Est-ce que l'amour, d'après toi, ça reste le meilleur sujet pour écrire des chansons? Bon, en tant que fille adolescente, quand j'ai vécu mes moments les plus forts, c'est justement quand j'étais en amour, quand j'avais une rupture. Je sais pas, je pense que ça va rester éternellement. C'est là depuis toujours, puis ça va continuer, c'est sûr. Toi, est-ce que c'est ce qui te pousse à écrire principalement? Est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'allume le plus? C'est bizarre, parce que l'amour, ça me motive tout le temps à écrire. Bon, il y a d'autres sujets aussi, mais principalement l'amour. Puis Cœur de pirate, c'est un nom qui est aussi très évocateur, là, qui est aussi très fort. L'image du pirate, ça évoque quoi pour toi? Un pirate, dans le fond, c'est un voleur, comme on sait. Pour moi, un pirate, c'était quelqu'un qui ne doit rien à personne. Je voyais cet élément-là dans ma musique parce que, moi, j'arrive dans un monde sans rien comme expérience, en bagage, avec mon âge et tout. Bon, la grosse affaire, mais même quand je présente ma musique aux gens, je dois rien à personne. Si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Tu veux être libre là-dedans. Oui. Alors, Cœur de pirate, salement romantique. Qu'à comprendre et tomber, je n'ai pas pu te prendre. Parti trop loin de toi, j'ai voulu te manquer à tes yeux, fin d'exister. Et au ciel de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cire bleu noir que tous les regards lancés à mon égard. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi. Dieu fut le plus facile à faire qu'à comprendre et tomber. Je n'ai pas pu te prendre. Mais moi, étendue dans ce lit, je contemple ce que je t'ai donné de ma vie. Et au ciel de mes peines, j'ai volé loin de toi pour couvrir mon cœur d'une cire plus noire que tous les regards lancés à mon égard. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de voler loin de toi. Montreal is one of the most romantic places on the planet, but if you live here, it's easy to take that for granted. If you live here, you're probably close to broke. So here's my guide to cuddling on the cheap. I'd hate to place limits on your creativity, so here are a few categories, and you and your honey can fill in the blanks. Ride your love on a caffeine high through the metro lines by taking a tour of Java U, Montreal's locally owned alternative to big box coffee chains. If you feel the need, you could even go south of the border to Atlanta, the home of the former Freaknik.
Why let the students get all of the perks that they're too stressed out to enjoy? Head to the Thompson House bathroom, which is a must-see, or the lookout point of the EV building of Concordia on the 11th floor. Continue to get your learn and smooch on at any of the local libraries, from Vintage at Atwater to Swanky, the Jewish Public, or cozy up in the government-funded movie stations for two at La Bibliothèque Nationale. Why not make your own movie? Quebec's movie industry is the most self-sustaining in the country. So do your part in any of the theaters, which are cheap and dark places to get closer. There are plenty of beautiful parks with activities for all seasons. Yes, even the 5 months of winter. Parc La Fontaine, or Mont-Royal, affectionately known as the Mountain, are the major ones, especially for snagging plateau hipsters. So what are you waiting for, Montreal? Go get your sexy on. Maintenant que vous savez où vous envoyer en l'air à Montréal, c'est le temps de vous demander comment vous envoyer en l'air. Et la réponse est bien sûr avec un condom. Alors pour vous le rappeler, la BBC a créé une sonnerie de téléphone qui chante a cappella « Condom, condom » quand ton téléphone sonne. Et oui, on peut se dire que ça manque un peu de romantisme quand ton téléphone te parle de préservatif en plein milieu d'un tête-à-tête amoureux. Mais mieux vaut un retour brutal à la réalité qu'un détour brutal chez le médecin. Tiens-toi là pour dire. Et ça sonne comme ça. Vendredi, André Robitaille et ses collaborateurs dévorent avec plaisir l'actualité télé. C'est très, très bon, des fois, pour la santé, écouter la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est le cercle des pleureuses des Basses-Laurentides. C'est unique au monde. J'ai avoué mon amour pour Occupation Double. C'est la télé de mon oncle. J'ai de la testostérone en moi. J'ai peur. Ça m'irrite profondément. J'en étais sûr. L'émission est superbement bien faite. Moi, je trouve que c'est de la télé-réalité de croissance personnelle. C'est juste la TV, les vendredis 21h sur RTV. Les cuisses à l'écart du cœur, c'est un spectacle où ça crie, où c'est cru, où ça urge. C'est une chorégraphie qui plonge tête première dans le monde du désir, de l'amour, du sexe. C'est un spectacle qui questionne en fait le rapport de la jeune génération à la sexualité et à l'amour. C'est une création de Virginie Brunel, qui est la protégée de Dave Saint-Pierre. Et c'est un spectacle qui a fait beaucoup jaser. Et d'ailleurs, Virginie va nous en parler entre les quatre murs d'un théâtre qui n'a pas la langue dans sa poche, le théâtre La Chapelle. On m'a dit que j'étais l'enfant illégitime de Dave Saint-Pierre et de Daniel Éveillé, deux êtres que j'adore. C'est mes papas, en fait, je les appelle. Cette séquence-là, justement, que tu as twist et tout ça, c'est comme si c'était lent. Les mouvements vont partir du quotidien, vont partir. Des fois, je vais aller m'installer dans un café puis je vais juste observer les gens. À cette vitesse-là, c'est bon. C'est vraiment des flashs comme d'images arrêtées. Et puis après, ben, c'est de là que le mouvement se définit puis que ça devient des séquences gestuelles. Ça parle de sexualité qui nous appartient plus, qui est comme empruntée à l'idée que la société nous impose un peu, si on veut. Ce qui est vulgaire, c'est d'ouvrir les cuisses à l'écart du cœur, justement. Mais je pense qu'on tombe pas dans cette vulgarité-là en épurant le geste, en épurant aussi le jeu. Je pense qu'on se tient toujours sur une ligne correcte.
Mon but n'est pas de provoquer, mais c'est souvent qu'on s'en rend pas compte, puis on se censure soi-même. Ah, mais là, tu sais, on a comme peur encore, c'est l'œil extérieur qui vient se regarder, puis qu'on se juge. Puis j'essaie de me détacher de ça le plus possible, juste pour que mon sujet, puis ce que je fais, ce soit vrai et authentique. À un moment donné, on s'est mis ça dans la face, puis là, on a fait, ben là, OK, mettez-vous tout nu avec ça, là, puis là, on a quelque chose, fait que, voilà. Pour eux, il y a eu vraiment un cheminement incroyable juste par rapport à la nudité. C'est pas tout, je veux dire, on se met pas nu comme ça, mais ça c'est une belle évolution. Ce qu'on est, c'est physiquement, on est ça, puis c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus vrai finalement. On pourrait ne pas parler, puis le corps réagit. En étant spontané, je pense que le corps est la chose la plus vraie. Nos réactions passent par là aussi. For us, we just wanted to bring back our high school memories and make them better. We all have these memories of having had like an awkward evenings of nobody asking us to dance and stuff. So yeah, we just sort of went with it. You have to ask somebody to dance, and they have to be willing to dance with you. It's never cool to dance with someone or force someone to dance with you. So we have very strict rules around that. Then just to sort of like pay attention to the rhythm of the music and either assume one of the two positions. One is like this. Like this. Yeah, and there's another slow dance position like this. It's like this, usually with strangers. I prefer this position. It's more traditional. The best song for slow dancing? It depends. If it's someone that you really like, you pick a longer song, like Meatloaf's. I would do anything for love. But I won't do that. If you're just dancing with a stranger, maybe pick one of the slower songs, an older song like from the 50s. This is a dance card, and it has all the songs of the evening listed. If there's one song you really love, you can write the person who you're going to dance with. We're not pulling any punches, so you know what to expect, and so you feel safer asking people to dance. I thought tango is the sexiest dance. Okay. Yeah. Then the slow dance, in my opinion, is the most romantic dance of all. Unless you're punk rockers or metal people and you like slam dancing. Et oui, c'est sur des images des soirées slow dance qu'on va se laisser cette semaine parce qu'on ne pouvait pas terminer notre épisode romantique sans danser un petit slow collé-collé. Et si vous avez envie de passer un moment intime avec nous, vous vous rendez sur le site manchettaville.tv où vous allez retrouver des clips inédits, des bonus et des versions uncut de certaines de nos entrevues. À la semaine prochaine, les amoureux!